Allez, nous partons au stand pour joindre Claudicia, célèbre animateur du RFI. Il est en direct. Bonjour Claudicia. Bonjour. Bienvenue sur FIM FM et merci d'avoir répondu à d'avoir accepté notre invitation. Cabinet, première question. Bonjour Claudie, Joséphine Baker a été panthéonisée hier. Au même moment, Éric Zemmour déclare sa candidature. Est-ce que c'est deux France qui se sont affrontées hier, de votre point de vue? Je crois alors oui, ce sont deux France et il faut bien les distinguer, ces deux France-là. Il y a la réalité française. La réalité française, c'est qu'aujourd'hui, pour être français, il n'y a plus de couleur de peau ni de religion. Et ça, c'est quelque chose qui est évident. Pourquoi ? Parce que la diversité de la population française, c'est la somme de son histoire. Et son histoire, quelle est-elle, justement ? C'est l'histoire de l'esclavage, de la déportation d'Africains pour être esclaves, à la fois dans les Caraïbes, dans l'océan Indien. C'est la colonisation, c'est d'avoir essaimé aux quatre coins du monde, d'avoir porté ces valeurs, ou en tout cas cette idée de la France par les armes, par la religion, bref, par la conquête coloniale et donc par le sang versé, par l'asservissement de populations aux quatre coins du continent et je devrais dire aux quatre coins du monde, parce que l'on pourrait également évoquer le sort de la Kanaky, qu'on appelle Nouvelle-Calédonie, le sort des peuples kanaks qui veulent encore se libérer du joug colonial. Donc c'est ça l'histoire de la France. Ce sont des moments tragiques, et puis ce sont des moments où finalement même des plus grandes tragédies de l'histoire, des crimes contre l'humanité, les uns et les autres arrivent à faire nation, à faire peuple. Ça c'est la réalité française. Et puis il y a des gens qui sont dans ces derniers retranchements, qui encore veulent tenter de mettre des verrous sur des portes pour dire que la France éternelle, celle qu'ils imaginent, c'est une France blanche et judéo-chrétienne. Mais ça, c'est un fantasme. Lorsque vous avez Éric Zemmour, qui savait depuis bien longtemps que Joséphine Baker serait au Panthéon, entrerait au Panthéon de façon symbolique, puisque son corps restera à Monaco, mais de façon symbolique entrerait au Panthéon, comme Césaire est entré également au Panthéon sous Nicolas Sarkozy, eh bien vous avez cet homme-là qui prend des postures gaulliennes, qui oublie que cette femme a été dans la résistance, a rejoint le général de Gaulle, a été une femme illustre pour l'humanité et pas seulement pour la France, et le racisme de cet homme-là, eh bien, va jusque-là. N'oublions jamais que Zemmour, à la fois, est raciste, et quand on parle de lui, il faut rappeler qu'il est à l'extrême droite de l'échiquier politique français, il est raciste et il est sexiste. Donc il commet là, encore à nouveau, pour moi, deux délits que je qualifierais presque même de crimes. Et puis, je voudrais juste dire que Éric Zemmour a été un de mes amis. On a été copains pendant très longtemps, mais depuis plus de 10 ans, évidemment, on ne se parle plus pour les raisons que vous pouvez imaginer. Très bien. Allez-y, Mamadou. Alors, Claudicia, une autre question sur ce que je peux appeler le paradoxe Zemmour. Si on voit un peu les informations relatives à son origine, il se dit qu'il est d'une famille française juive d'Algérie, arrivée en métropole en 1952, alors que dans les discours de Zemmour, il surfe sur la vague d'étrangers qui viennent en France et l'interpénétration, si vous voulez, entre les cultures étrangères, arabes, africaines, et qu'il qualifie de, je sais pas, de menace civilisationnelle. Comment vous expliquez ce paradoxe, justement? Oh, mais il faut bien que les uns et les autres comprennent qu'Éric Zemmour, à la fois, ne fait pas que surfer, mais il entretient des réflexes racistes. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Oui. Et puis, en tant que personnage lui-même, il est pathologique. Il a une pathologie. Pour moi, le racisme est une pathologie, certes, mais sa pathologie est bien plus profonde que ça. Entre l'égocentrisme du personnage, entre les problèmes personnels, relationnels qu'il peut avoir avec ses semblables. Quand je parle de ses semblables, je parle de l'espèce humaine. Et je vais vous raconter une histoire, parce qu'elle est importante finalement, cette histoire-là. Elle est personnelle entre lui et moi.
lorsque nous étions amis, un jour, s'il y avait une fête religieuse juive, j'oublie quelle était cette fête religieuse, et je lui envoie un SMS en lui disant « Bonne fête ». Et il me répond mais non, Claudie, ce n'est pas la Saint-Éric. Je lui dis, bah non, je me souviens plus la fête, hein, c'était peut-être Kippour ou je ne me souviens plus. Je lui dis, mais non, mais c'est telle fête. Et il me répond, je suis démasqué. C'est-à-dire que de juifs, il n'en a en réalité que l'histoire, parce qu'il est né au sein d'une famille, mais il n'a jamais été un pratiquant, il ne sait jamais la culture juive, il ne la connaît pas, et ça a été très révélateur il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il essaie de défendre Pétain, en disant que Pétain a protégé les juifs français, ce qui évidemment est faux, mais ça vous donne un petit peu le niveau de bêtise et de pathologie de l'homme, parce que ce n'est pas parce que vous défendez durant l'occupation allemande, l'occupation nazie, ce n'est pas parce que vous défendez certains juifs et que vous envoyez d'autres juifs dans les camps de concentration que vous pouvez justifier de la bonne foi et de l'humanité du maréchal Pétain. Donc ça en dit long sur le personnage, et d'ailleurs c'est pour ça, et heureusement, que la communauté juive s'est désolidarisée du bonhomme. Bien. Est-ce que, en tout cas, cette candidature des Zemmour, on peut penser que cela sonne comme une espèce de banalisation de la fonction présidentielle en France? Non, je crois qu'il n'y a pas de banalisation. La force, justement, de la France et de la démocratie française, c'est que on peut, n'importe quel Français, si tant est qu'il en ait l'envie, les moyens, la détermination et le projet, peut se présenter à l'élection présidentielle en fonction de son âge, évidemment, et tout cela, et de ses condamnations. Et là, je vais revenir sur les condamnations. Donc ça, c'est la vraie force de la France. La banalisation, elle n'est pas là. Elle est en réalité dans le racisme. En France, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Délit puni devant les tribunaux. Et nous avons là quelqu'un qui a été condamné devant les tribunaux français pour incitation à la haine raciale et incitation à la haine religieuse, quelqu'un qui depuis des années a pour protection des fonctionnaires de police, donc de la police française nationale, et donc payé par le contribuable français, et cet homme-là qui a été condamné pour racisme est aujourd'hui protégé par la police française payée par le contribuable. Je le répète bien pour que les uns et les autres comprennent. Ouais. Donc la banalisation en France, elle n'est pas sur la fonction présidentielle, elle est bien sur le racisme, et on le voit tous les jours, et nous le subissons tous les jours. Très bien. Claudicia, donc en direct sur Film FM, Talibé. À présent, on va parler des rapports entre l'Afrique et la France, des rapports en difficulté, et cela s'illustre par cette hostilité que beaucoup expriment vis-à-vis de la présence française à travers l'armée française au Nord Mali mais aussi au Burkina Faso. Quelle lecture faites-vous de cette difficulté que la France a justement en Afrique aujourd'hui à travers justement ces manifestations au Mali, sa présence militaire et au Burkina? Je crois que les mentalités évoluent, et permettez-moi d'être peut-être un peu prétentieux, mais depuis 26 ans, je fais une émission sur RFI qui s'appelle Couleur Tropicale et qui exprime toute la détermination d'une génération consciente et agissante. Et j'ai, dès le départ, dès 1995, posé la problématique des bases militaires françaises en Afrique, posé la problématique du franc CFA, posé la problématique des épisodes de l'histoire extrêmement violents et qui ne sont pas réglés, qui sont des nœuds. Et donc, j'ai toujours été très clair, mais sans haine ni violence. C'est-à-dire que les faits sont là. Le poids de l'histoire est là. Le poids de l'histoire, je le rappelle encore, esclavage et colonisation. Et à l'époque, il y avait dans les pays que la radio et la télévision nationale, oui, et il y avait RFI. Donc, le propos que je portais était un propos très fort. Oui. Maintenant, si nous revenons à aujourd'hui, je dis toujours que le monde a changé, que les paradigmes ont changé, et que la France, dans sa volonté de rapport
avec l'Afrique et ses populations, les rapports ont changé. Ouais. Et le président Macron n'est pas le président Hollande, certainement pas le président Nicolas Sarkozy, ni Chirac, ni Mitterrand, et je n'irai pas plus loin. Et ça, c'est une réalité, et beaucoup ne le comprennent pas. Sauf que, et heureusement, les mentalités ont évolué, et ce qui était acceptable par nos parents, nos grands-parents, n'est plus acceptable aujourd'hui par la jeunesse, et il faut à la fois que la France l'entende, et il faut que les gouvernements également locaux d'Afrique l'entendent. Mais, et c'est là où nous devons avoir le sens des responsabilités, lorsque l'armée française, un convoi de l'armée française, se dirige est au Burkina Faso, est au Niger, il y a une demande réelle des pays de cette présence-là, et ou de matériel, ou d'acheminement de matériel et de soldats. Ça, il faut vraiment, et c'est pour ça qu'il faut que les gouvernements disent, mais attendez, c'est pas un convoi qui passe et qui se promène, c'est nous qui avons demandé à ce que ce convoi, ou qui avons demandé à la France quelque chose. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve, lorsqu'on a fait le nouveau sommet Afrique-France, moi j'ai accepté de présenter parce que, comme Mandela disait, ce qui est fait pour nous, sans nous, est en réalité contre nous, soyons des êtres actifs. Et donc, moi je suis un être actif, donc j'ai accepté de présenter ça, et pour moi on va peut-être reparler de ces jeunes-là. Vous avez un président qui vous dit très clairement, mais moi je n'ai jamais envoyé l'armée française, ni pour maintenir un dictateur en place, ni pour sortir un président de la République d'un pays d'Afrique, pour en mettre un autre en place. Ce qui, là, ne correspond qu'aux faits. Il aurait pu, puisque je sais que dans son équipe, les gens lui ont dit, arrête, ne t'occupe pas de l'Afrique, laisse l'Afrique, faisons autre chose. Oui. Et lui, dans sa vision, pour en avoir discuté avec lui, dans sa vision, il a envie que cette jeunesse, elle puisse prendre le pouvoir, et elle puisse s'affirmer, et elle puisse changer les paradigmes, changer sa vie. C'est ça, c'est de ça, et c'est ce qu'il veut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il est attaqué de partout. Je ne suis pas en train de défendre le président Macron, parce qu'il y a des choses que moi je n'accepte pas dans la vision, mais je sais qu'on est en présence d'un président qui peut permettre à l'Afrique d'enfin aller vers son émancipation. Je le sais, on ne gagnera pas tout avec lui. Ouais. On gagnera certaines choses qui sont importantes aujourd'hui. Donc, il faut pas qu'on soit dans un French bashing idéologique, dogmatique, aveugle et idiot. Il faut juste se dire, est-ce qu'en face, on a des gens qui sont prêts à discuter pour que nous, on aille vers une émancipation réelle? Oui, alors allons-y. Mais d'être juste dans des oppositions de principe, ça n'a aucun sens. Parce que je dis toujours que c'est avec son adversaire ou son ennemi que l'on dialogue. Bien. Claudicia en direct. On va parler de la Guinée à présent. Oui, allez-y. Tout à fait. Alors, Claudie, quelle lecture faites-vous de la chute de l'ancien président Alpha Condé, et en voyant les images de sa capture, quels ont été quel effet cela vous a fait, vous personnellement? Je vais vous dire très honnêtement. Moi, je suis un humaniste et je n'aime pas voir un être humain en position, en position de faiblesse, presque d'humiliation ou de domination, de soumission. Mais Alpha Condé a quand même créé les conditions de son éviction du fauteuil présidentiel. Il a quand même été celui qui avait promis à la jeunesse d'être écouté, d'être promu, et il a fait l'inverse. Il est quand même celui qui a fait tirer sur les jeunes et qui a fait tuer énormément de jeunes. Il est celui pour qui bon nombre d'entre nous, lorsqu'il était incarcéré, se sont mobilisés. Moi, je me suis mobilisé lorsqu'Alpha Condé était opposant et en prison pour qu'il soit libéré. Nous nous sommes mobilisés parce que cet homme avait promis à ce pays, à sa population, même aux femmes, aux hommes et aux jeunes les plus reculés dans les régions de Guinée, d'avoir une vie meilleure. Et il n'a pas fait ce pourquoi les gens lui ont donné leur mandat, ont voté pour lui. Ouais. Je vais vous raconter une histoire. Ouais. En 2015, je suis celui qui a imaginé l'opération Nos jeunes ont du talent.
la consultation nationale de la jeunesse en Guinée. Plus de 25 000 jeunes ont été consultés et je voulais, avec mon équipe et en concertation avec l'ancien ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Moustapha Naïté, Oui. l'idée était très claire. Il fallait que les jeunes puissent contrôler cette consultation nationale en créant des comités un petit peu partout dans les endroits, dans les districts les plus reculés, avec des jeunes qui allaient devenir des rapporteurs régionaux, nationaux, et qui allaient pouvoir dire quelle était leur vie. Ces jeunes-là, des jeunes qu'ils soient diplômés ou non, en activité ou non, il fallait que ce soit eux qui prennent ce pouvoir-là, le pouvoir de dire, le pouvoir d'expliquer et le pouvoir d'imaginer l'avenir, le présent et l'avenir de la Guinée. Et nous voulions aussi que ce soit une femme, une jeune femme, et ça a été Mariatou Barry, nous voulions que ce soit une femme qui soit la commissaire générale de nos jeunes ont du talent. Ouais. Elle avait à l'époque 26 ans. C'est ce que nous avons fait. Il y a eu la cérémonie de remise des cahiers de doléances venus de toutes les régions, de tous les districts de la Guinée, remis au président Alpha Condé. Il y avait là lieu à analyser ce que les jeunes avaient dit, prendre des mesures pour ces jeunes-là et changer le destin de la Guinée. Le président Alpha Condé n'a fait que piétiner ce que les jeunes avaient dit durant cette consultation. Ouais. Dommage. Il a donc créé les conditions de son éviction. Dommage. Et peut-être un mot sur celui qu'il a renversé, donc le colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce que ces premiers pas vous rassurent? Est-ce que vous connaissez l'homme? Est-ce qu'il vous inspire confiance, Claudie? Écoutez, ce qui est important, c'est qu'il inspire confiance aux Guinéens. Déjà, moi maintenant, d'un point de vue totalement personnel, j'ai tendance à toujours faire confiance parce que le risque qu'il prend, c'est-à-dire en renversant un chef d'État élu, malgré le fait qu'il y ait un troisième mandat qui constitutionnellement est illégal, mais il prend un risque pour lui personnellement, pour celles et ceux qui sont à ses côtés dans cette aventure-là, et pour les Guinéens. Il a pris un vrai risque. En prenant ce risque-là, il le prend parce qu'il sait que les choses doivent changer pour la Guinée. Ouais. On voit aujourd'hui, on a entendu et vu les condamnations des pays, des condamnations de façade en réalité. D'ailleurs, c'est ce que la France a fait. Une condamnation qui était une condamnation de façade parce que tout le monde savait que ça ne pouvait plus durer. Et le coup d'État qui a été perpétré n'est pas un coup d'État qui ressemble à ceux des années 60, 70, 80, avec une volonté juste de prendre le pouvoir et de mettre la main dans la caisse. Et donc moi, c'est ma perception que j'ai. J'ai la perception d'un coup d'État salvateur. Bien. Un moment de changement urgent. Donc, j'ai tendance à dire, je devais rencontrer l'homme et j'espère le rencontrer rapidement pour peut-être, comme d'autres de la diaspora, dire, si vous avez besoin de moi, de mon expertise, de ma vision, je suis là parce que je reste un panafricaniste, quoi qu'il arrive, engagé lorsque les pays en ont besoin, lorsque les populations le souhaitent. Bien. Dernière question pour Claudicia Akoumba Diallo. Monsieur Claudicia, toi-même tu sais que officiellement la CEDEAO est en relation très difficile. Toi-même tu sais. Est en relation très difficile avec le CNRD à cause de la détention d'Alpha Condé entre autres. Mais à ton avis, quelles pourraient être les pistes de rapprochement possibles entre la CEDEAO et le CNRD au bénéfice sûrement de la Guinée? Il est temps que la CEDEAO évolue dans sa manière de gérer les crises et de s'adresser parfois à celles et ceux qui commettent ce type d'actes-là. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas au même niveau en termes de respect des institutions et des constitutions que les pays, employons de grandes phrases, que les pays occidentaux. Ça, c'est une réalité. Et que nous sommes en train de nous construire avec des pays dont les frontières sont des frontières artificielles.
nous sommes aujourd'hui obligés de faire avec ce que l'on nous a imposé de l'extérieur. Et donc, ça va mettre du temps. N'oublions jamais que la France met un terme, j'aime à faire cette comparaison, la France met un terme à la royauté en 1789. Mais la France devient réellement une démocratie, pour moi, en 1945, au moment où elle donne le droit de vote aussi aux femmes. Donc on voit bien que les choses mettent du temps dans la vie. Oui. Et lorsqu'il y a eu 1789, il y a eu 1794, il y a eu 1848 avec une révolution et un gouvernement provisoire. Tout met beaucoup de temps pour que les imaginaires, que les mentalités évoluent et comprennent l'importance des institutions lorsqu'elles sont posées et acceptées par tous. Donc c'est ce que la CEDEAO doit comprendre. Elle doit comprendre que la Guinée est en train de se construire dans un marigot et que ça met du temps et qu'il faut parfois revoir ses principes et il faut surtout être capable de se dire il faut aider. Mais je pense que certains responsables de la CEDEAO ont peut-être peur eux-mêmes que cela fasse tache d'huile, oui, parce que certains mandats, ou certaines constitutions ne sont pas respectées. Alors on est juste arc-bouté sur des principes et on en oublie le quotidien des gens et en ce qui concerne la Guinée, le quotidien des Guinéens. Très bien. Merci, il ne reste plus qu'à vous dire merci, grand merci à vous Claudicia, merci pour cette prise de parole chez nous ce matin. Merci infiniment Mirador. Et je reste sur le Mirador. Merci à vous, Claudie. Allez, donc ceci nous conduit donc à cette transition info. Et derrière, on revient pour débriefer, mais avant aussi d'entendre l'avocat du capitaine Moussa Dadis, maître Jokami Aba, qui s'apprête donc à s'exprimer sur FIM FM.